Mesdames et messieurs, excellente semaine à vous. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine de présentation. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue encore à Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité. Alors, cette semaine, nous décidons de vous présenter ou représenter le mausolée Thomas Sankara. Donc, à travers cette présentation aussi, nous parlerons des autres infrastructures qu'on retrouve au niveau du mémorial Thomas Sankara. Ça sera dans un instant dans la rubrique à la découverte de. Aujourd'hui, pour la revue de presse, nous serons avec El Hadj Amadé Soro qui va partager l'actualité avec nous. Ça sera également dans un instant. Et plus tard, on décortiquera quelques sujets d'actualité internationale et nationale, bien sûr, avec notre invité qui est journaliste et aujourd'hui directeur de publication d'un média en ligne également. Monsieur Birba est notre invité de ce matin. Merci de votre fidélité. On démarre l'aventure tout de suite et maintenant avec la première rubrique qui nous amène bien sûr à la découverte du mausolée. Alors, depuis le 17 mai dernier, les Burkinabés et les internationaux ont eu la possibilité de découvrir le mausolée Thomas Sankara. Mausolée à l'intérieur, vous retrouverez justement les tombes de Thomas Sankara avec ses 12 camarades, justement. On se souvient de cette inauguration qui a vu d'ailleurs la présence du Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo et bien sûr de ses homologues du Sénégal et du Tchad et bien d'autres invités. Rappelons déjà que le mausolée est situé à l'intérieur du mémorial Thomas Sankara qui est situé au Conseil de l'Entente, lieu historique où Thomas Sankara et ses 12 camarades ont été assassinés. Alors, cette semaine, nous décidons de vous amener à la découverte du mémorial, du mausolée et des autres infrastructures. Il faut dire que le site du mémorial Thomas Sankara fait 14 hectares et il est prévu la construction d'autres infrastructures. À la porte du mémorial, les couleurs nationales, le rouge, jaune et vert, est bien visible. Sont bien visibles, du moins à travers la décoration des barres de fer. D'ailleurs, le drapeau du Burkina est bien dessiné sur le mur donc du mémorial. À la devanture du mémorial, des boutiques sont en construction, des boutiques qui exposeront des produits artisanaux, des produits locaux made in Burkina. Et juste à l'entrée, vous avez bien sûr la statue de Thomas Sankara d'une hauteur finale de 8 mètres pour un poids total estimé à 13 tonnes. Cette statue a été réalisée par l'artiste sculpteur burkinabé Jean-Luc Bambara. La statue a 4 faces comportant chacune 3 des 12 bustes qui représentent les 12 camarades de Thomas Sankara tués le 15 octobre 1987. Un peu plus devant, vous avez le mausolée Thomas Sankara. Avec une architecture atypique, c'est une construction faite en blocs de latérite taillés et qui allie modernité et tradition. Le mausolée est une représentation du chapeau du chef renversé avec des vides qui créent de l'espace. Selon l'architecte du mausolée, M. Francis Kéré, le mausolée est à l'image de feu Thomas Sankara qui aimait la simplicité et la tradition. Ces vides matérialisent le vide laissé par Thomas Sankara et ses camarades dans les cœurs de leur famille et des Burkinabés. À l'intérieur du mausolée, on retrouve les tombes de Thomas Sankara et de ses 12 camarades. En visitant le mémorial Thomas Sankara, alors en plus justement du mausolée où il est interdit donc de communiquer, de parler, où le silence est donc demandé, vous avez la possibilité aussi de visiter d'autres infrastructures du mémorial Thomas Sankara. Alors, on peut visiter par exemple aussi le bâtiment Burkina, qui est un bâtiment où Thomas Sankara et son équipe tenaient la réunion du 15 octobre 1987 avant le drame. Les journaux personnels de l'homme et une reconstitution de son bureau et des tableaux présents est justement visible à l'intérieur du bâtiment. Il faut dire également qu'à l'intérieur du bâtiment Burkina, il est interdit de filmer, donc on n'a pas pu avoir les images de l'intérieur. La nouvelle infrastructure, du moins sa visiter impérativement également au mémorial, c'est notamment le mur thématique. Sur ce mur, on a plusieurs représentations graphiques d'artistes burkinabés juxtaposées avec des citations de Thomas Sankara. Sur le mur thématique, on peut voir des images de Thomas Sankara tenant une guitare ou encore jouant au football. Une représentation donc de la famille, de la grande famille ou des petits pionniers sous la Révolution et bien d'autres images sont
présente du moins au niveau du mur thématique qui rappelle un peu le film de la Révolution. Aujourd'hui, le mémorial est géré par le PSIM INTS, donc le projet de construction des infrastructures du mémorial Thomas Sankara, dirigé par M. Étienne Lompo en collaboration avec le CIMTS. Retenons quelques interdits, en tout cas parce qu'il est interdit de filmer ou de photographier l'intérieur du mausolée où se trouvent les tombes. Il est interdit également de communiquer ou de parler à l'intérieur du mausolée pour le respect des âmes des disparus. Dans le bâtiment Burkina également, où se trouve le bureau de l'ancien président Thomas Sankara, il est interdit de filmer et de faire des photos également. Le mémorial est ouvert au public du lundi au dimanche de 8h à 18h à des prix forfaitaires, 1000 francs pour les adultes nationaux et 500 francs pour les enfants, les élèves et les étudiants. Pour les internationaux, c'est 3000 francs pour les adultes et 1000 francs pour les enfants. Alors, voilà, cette semaine, on vous amène au mémorial Thomas Sankara pour notamment vous amener à la découverte de cet espace-là qui est le site le plus visité du Burkina, donc depuis ces dernières années, il faut le rappeler. Merci de votre attention et merci à toute l'équipe du PSIM qui nous a bien accueillis concernant donc ce tournage. Et on dit merci à Issa Omar Ratier qui était de l'équipe avec nous. Pour la suite de l'aventure, nous allons nous informer et on s'informe à travers la revue de retour sur ce plateau. Et cette fois-ci, nous sommes avec Elhaj Amadé Soro qui va partager des sujets d'actualité avec nous. Bonjour Elhaj. Bonjour Abriata. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Merci bien. Les titres des journaux. Absolument. Et nous commençons par le journal Sidoya. À la une de Sidoya, concours direct 2025, 2 401 977 candidatures pour 7056 postes. Distribution de moustiquaires imprégnés. Jean-Claude Kargogo fait le constat au district sanitaire de Koumbisiri. Éditorial, la résilience par le tourisme. Situation au sein de l'UEMOA, la veille citoyenne apporte son soutien aux États de l'AES. Grande saison du tourisme interne, 3 mois pour découvrir les merveilles du Burkina. BTS d'État 2025, Adjima Tombiano lance la composition des épreuves écrites à Bobo Dioulasso. Lutte contre le grand banditisme en milieu urbain, le chef de gang injectait l'argent du vol dans sa buvette. Brigade Labal, une journée de sensibilisation dans le quartier Padoua à Ouagadougou. Initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire, une bonne physionomie des cultures dans des maisons d'arrêt. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le quotidien L'Observateur Palga, à la une de L'Observateur Palga. Démantèlement, réseau des bandits à Koupela, la drogue s'habillait en yugu-yugu. Débat autour de la présidence du l'UEMOA. La veille citoyenne met en garde contre le syndrome CEDEAO. Décès de Gilles Chris Donald Oubda en attendant le rapport de l'autopsie. Boisson gageuse Yuki Anana, la nouvelle saveur de Brakina. Négociation pour la paix en RDC, Doha 2. Encore et toujours de bonnes intentions à l'appel. Marché des motos, la Ligue des consommateurs fait le point de sa ronde. Fitness Show 2025, allez adorer, nous tient à cœur Moussa Dambélé, président de Denis Demain. Championnat de handball, le bal des tout petits. Nous poursuivons cette fois-ci avec le journal Le Quotidien. À la une du quotidien, le pardon, une force oubliée, une puissance libératrice. Concours direct 2025 de la fonction publique, 2 401 977 candidatures pour 7056 postes. Supervision des gardes dans des formations sanitaires à Ouaga, le ministre Kargougou en mission d'inspection. L'Onamoto, l'Onabe Arthur Sawadou décroche une moto scooter. Excusez-moi. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé cette fois-ci avec le journal Aujourd'hui au Faso, à la une d'Aujourd'hui au Faso, enseignement supérieur, l'INSUP, la salle s'ouvre au public d'un accord, l'autre en RDC, État M23, la paix
à portée de main avec la MONUSCO, s'interroge le quotidien. Cabold Metals pour des terres rares. Trump dégaine au quart des tours. Lutte contre la fraude, Dr Mohamedi, comparé chez le contrôleur général d'État. Les journalistes Boukarouba, Luc Parbelgam et les droits de l'homiste Lamine Ouattara, ils sont libres depuis le 17 juillet 2025. News du jour, le procureur du Faso ouvre une enquête après le décès du gardé à vue Gilles Oubda. La Ligue des consommateurs d'accord avec l'action de la BMCRF. Lona Moto, Arthur Savadogo remporte une moto scooter d'une valeur de 1,5 million de francs CFA. Première édition du Forum international de la diaspora, le Burkina Faso partage son expérience en matière de gestion des Burkinabés de l'extérieur. Et nous terminons avec le journal Le Pays. À la une du pays, présidence tournante du Conseil des ministres de l'UEMOA, la CNAVC contre le braquage des textes. Flambée des prix des motos, les 4 propositions de la Ligue des consommateurs. Décès de Donald Oubda, le parquet rassure. Concours direct de la fonction publique, les manquements à éviter pour le renouveau de la décentralisation, les recommandations des OSC. Confidence du week-end, ministère des Affaires étrangères, 4 fonctionnaires en fin d'émission à Paris et à New York, sommet de rentrée au Bercail. Région du centre, l'utilisation des nouvelles dénominations des régions et provinces suspendues. Assainissement des espaces communs, la brigade, la balle privilégie la sensibilisation avant la répression. Et nous allons donc parler justement de cette brigade, la balle. Et on a, merci bien Elage déjà pour ces titres. On a vu déjà cette brigade sur le terrain. Absolument. On a vu cette vidéo où devant la porte de certains ménages, ils demandaient notamment aux enfants de ramasser les ordures et tout, ils sensibilisaient. Donc justement, on en parle ce matin. Effectivement, je pense qu'il était temps qu'on puisse disposer d'un outil juridique et d'un outil institutionnel pour nous lancer véritablement contre ces actes d'incivique, ces actes donc inciviques, ces actes d'incivisme dans le pays. C'est vrai que par le passé, c'était donc la police municipale qui s'occupait de ces questions, même si sa force de frappe était légèrement moindre par rapport au nouveau dispositif qui est mis en place, parce que c'est une brigade qui est créée. La balle, ça doit être en fulfondé, et que je ne parle pas bien parce que c'est la langue de mes esclaves. Alors donc, cette initiative va beaucoup aider à assainir notre milieu et notre cadre de vie. Parce que le plus souvent, les gens ont tendance à déverser leur saleté, entre guillemets, sur la voie publique. Quand on veut parler, ils disent que non, c'est la voie publique, c'est pour tout le monde. Or, quand on vit en société, quand on vit en communauté, autant on doit s'occuper de sa propre demeure, de son propre domicile, on doit le garder propre, on doit également concourir ensemble à ce que notre cadre de vie commun soit également propre, soit vivable. Et c'est pour cela que, effectivement, tout le monde salue le bien fondé de cette brigade-là, qui a commencé déjà dans la sensibilisation. Parce qu'avant donc de passer à la répression, il faut mettre l'accent sur la sensibilisation. Et je pense qu'on est bien parti pour la sensibilisation. Aujourd'hui, ce qui fait la différence avec les temps passés, c'est que dès qu'il y a une initiative qui est adoptée, qui est mise en place, il y a des moyens, il y a des outils, il y a des vecteurs qui peuvent nous permettre de faire passer le message rapidement, notamment à travers les outils de la communication, la télévision, les réseaux sociaux, surtout les réseaux sociaux, qui amplifient effectivement donc les messages. Donc aujourd'hui, on ne peut plus effectivement dire qu'on n'est pas au courant, qu'on ne sait pas qu'il y a une brigade qui s'occupe de cela. Je pense qu'on a même eu une vidéo où une personne a profité de la pluie pour décharger les fosses septiques là, sur les caniveaux. Bon, puisque il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte ici. D'abord, l'insalubrité
provoque beaucoup de maladies. Et ça rend même inconfort la respiration, le fait même de pouvoir vivre de façon décente dans ces endroits-là. Mais également, ça obstrue le passage des eaux. Et finalement, comme corollaire, comme résultat, ce sont les inondations. Puisque quand il y a la pluie et qu'il n'y a pas de passage, si le passage de l'eau est obstrué, alors l'eau va forcément s'effrayer un passage. C'est dans ça maintenant que nous avons des maisons qui s'écroulent, que nous avons donc des voies impraticables, etc., etc. Donc, je pense que les prérogatives de cette nouvelle brigade-là, de la lutte contre l'incivisme, doivent s'étendre sur d'autres aspects. Je pense que si j'ai bonne mémoire, dans le décret qui a institué cette brigade-là, il y a même ceux qui ne respectent pas les codes de la route au niveau de la circulation, et ce que ça donne, n'est-ce pas, aux nuisances sonores. Les autres actes d'incivisme. Les autres actes d'incivisme. Donc ça veut dire que c'est une brigade qui va vraiment nous aider à améliorer notre cadre de vie, à faire en sorte que il y ait en tout cas du confort, n'est-ce pas, dans notre environnement, dans notre cadre de vie, parce que ceux qui passent toute leur journée à travailler et qui reviennent le soir à la maison, alors doivent pouvoir se reposer. Et si à côté de vous, il y a des odeurs insupportables, il y a des nuisances sonores, il y a tout acte d'incivisme, cela peut effectivement contribuer à avoir un climat lourd, n'est-ce pas, pour la personne. Donc je pense que c'est vraiment une initiative à saluer. Et comme je l'ai dit, il ne faut pas se limiter aux ordures seulement, à l'obstruction des voies d'écoulement des eaux. Il faut aller au-delà. Et c'est vrai qu'on ne peut pas demander à ce qu'on rentre dans les ménages, dans les foyers pour voir ce qui se passe. Mais dès que l'action tombe dans la place publique, dans l'espace public, alors ça devient maintenant, je pense, des prérogatives de cette brigade. Mais la déventure de certaines personnes, ça montre à quel point souvent la maison peut être sale à l'intérieur. Oui. Parce que vous avez des gens qui n'ont même pas idée, en fait, qui ne pensent même pas à balayer devant leur porte chaque jour ou chaque 2 jours. Donc, imaginez à l'intérieur, ça va être comment. Donc, les femmes sont interpellées. Et je me rappelle qu'une fois, j'ai reçu le SP Palu qui disait que quand il rentrait dans les ménages, on dit aux ménages, par exemple, ne laissez pas stagner de l'eau parce que ce sont des nids pour les moustiques. Absolument. Donc, vous allez trouver des ménages qui déposent de l'eau 2 jours, 3 jours sans verser. Non, ça, c'est pas intéressant. Et souvent, qui profitent de la nuit ou de la pluie pour verser aussi, vider les fosses septiques, etc. Bon, c'est vraiment des choses qu'il faut bannir. Tant qu'il n'y a pas d'action vigoureuse, je pense que ces pratiques-là vont perdurer. Mais dès lors que cette brigade-là est mise en place, je pense que nous allons donc réduire sensiblement ces actes inciviques-là, car il y va de notre santé, il y va de notre confort moral. Alors je souhaite donc que la brigade se déporte rapidement vers Fada, là où il y a beaucoup à faire. Ah bah ouais, donc ça c'est la partie à plaisanterie. Merci beaucoup Elas pour ces analyses et puis on va dire quoi, bonne mission à cette brigade, la balle. Alors, on va maintenant découvrir les couleurs du temps. C'est l'heure de la météo et on revient pour la suite. Recevons ce matin M. Idrissa Birba. Il est journaliste de profession, directeur de publication du journal en ligne Le Réveil Info. Bonjour à vous, M. Birba. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Je crois que ça fait en gros un an à la naissance de Réveil Info. C'est ça. J'étais là et puis bon. Bientôt 1 an aussi, puisque je crois que la semaine prochaine, Réveil Info aura 1 an. Et je suis là avec vous. Vraiment, c'est un plaisir. En juillet, donc voilà, super. Et comment justement se porte votre média en ligne que vous avez lancé il y a pratiquement 1 an, Réveil Info? Réveil Info à l'image du pays, clopi, clopin, et puis bon, Dieu merci, il y a toujours des partenaires, des amis qui me soutiennent. Et je crois que si je dois tirer un bilan, je peux dire que moralement, je suis satisfait. Même si sur le plan financier, ce n'est pas évident. Mais moralement, en tout cas, je crois que je suis satisfait. Et je voudrais profiter et remercier tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, soutiennent Réveil Info.
Et quoi qu'on dise, hein, nous sommes dans l'univers médiatique éprouvé par la crise économique et financière aujourd'hui. Ce n'est pas que votre média, ça touche un peu pratiquement tout le monde actuellement. Tout à fait. C'est une réalité. C'est une réalité. Moi, je crois que c'est le contexte qui peut justifier ça. Je pense aussi que, bon, comme on appelle, c'est la résilience. Hein. On essaie de faire avec pour ne pas tomber. Et on espère que d'ici là, les choses vont bouger. Voilà. Alors, M. Birba, quels sont généralement les sujets que vous traitez au niveau de votre journal en ligne? Alors, comme on l'a dit, comme je l'ai dit dès le départ, Réveil Info est venu pour un peu faire la différence. Donc, on fait vraiment de l'information générale, et la politique, l'économie, les faits divers. Hein, je crois que c'est une rubrique dès le départ. Je crois qu'on a misé un peu sur ça. Et je crois qu'on a vu que ça a pris, ça intéresse beaucoup les gens, les faits divers. Et puis l'actualité de l'AES, ça intéresse aussi beaucoup les gens. Et les faits des sociétés. Bon, bref, on a vraiment des rubriques très variées. Et vu les réactions des uns et des autres, les critiques, depuis quand même presque un an, je crois que de manière globale, c'est bon, on peut être satisfait moralement. Ok. Voilà. Merci bien. Alors, actualité maintenant du Burkina Faso. En Conseil des ministres le mercredi dernier, le gouvernement a décidé de dissoudre la Commission électorale nationale indépendante CENI. Est-ce que vous comprenez cette décision? Oui, bien sûr, ça va de soi, ça va de soi. Parce que si je vous posais la question, est-ce que vous avez une date d'une élection à venir? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà, donc on se demandait exactement ce que faisait l'institution depuis 2 ans, 3 ans. Depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, on se demandait ce que fait exactement actuellement la CENI. Surtout que l'État, je crois que c'est en gros 500 millions par an. Hein. Donc c'est 500 millions, c'est pas petit, c'est de l'argent. Alors que bon, on n'a pas encore d'élection en vue. Donc le rôle de la CENI, pour moi, était devenu un peu caduc. Certains avaient déjà oublié la CENI, sauf le dernier conseil des ministres qui a réveillé les interrogations, et certains se demandent, mais la CENI existait toujours, non? Donc je crois que vu le contexte, et puis bon, on n'a pas immédiatement, on n'a pas des élections en ligne de mire dans l'avenir, hein. En tout cas dans un avenir proche, on n'a pas d'élection. Donc le rôle de la CENI, je pense que la CENI, en tout cas, je crois que ce que le gouvernement a décidé, c'est logique, et que en tout cas, le rôle de la CENI doit être joué par le ministère de l'administration territoriale. Je crois qu'il y a plusieurs années, c'est l'administration qui gérait en fait les élections. Mais pour des problèmes de confiance, excusez-moi, on se disait que l'administration était politisée. Donc on a créé la CENI. Mais bon, maintenant, si il y a une certaine confiance entre l'administré, entre les électeurs et puis les autorités, bon, pourquoi pas l'administration territoriale qui peut essayer de voir s'il y a des élections en tout cas, qui peut gérer ce volet-là. Donc je pense que la dissolution de la CENI est logique et ça va dans la dynamique de la refondation. Et qu'est-ce que vous dites alors de l'opération Zéro Pitié de la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes qui consiste à veiller au respect des prix des motos fixés par les commerçants? Bon, c'est vrai que je suis pas commerçant, mais ce que je sais, c'est que les prix étaient vraiment exagérés, quoi. C'était vraiment exagéré. Une moto à 1 million, 500 000. Bon, moi, je trouvais que quand j'entends quelqu'un payer une moto à 1 500 000, ça me fait un peu quelque chose. Je me pose des questions, quoi. Alors, une moto à 1 500 000, bon, je crois que c'était vraiment un peu exagéré. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Bon, les commerçants vont vous parler de la douane, l'importation. Bon, bref, chacun tire la couverture de son côté. Mais je crois que si le gouvernement a décidé justement d'ouvrir un œil sur ce volet-là, je crois que c'est légitime. Et je pense que d'ici là, ils vont mettre de l'ordre. Ça crée vraiment des remous. Les commerçants, certains commerçants ne sont pas contents. Mais bon, quand on est dans un pays normal, quand même, il ne faudrait pas laisser certains trucs exagérés. Parce que j'avais l'impression que certains voulaient le bénéfice 100%. 500 000 de bénéfices, même presque 1 million de bénéfices, c'était un peu trop exagéré quand même, il fallait mettre de l'ordre. Je crois que c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Ça fait mal parce que là où on parle d'argent, ça fait du bruit, parce que c'est des gros sous,
Mais je pense qu'il était temps quand même de mettre de l'ordre, quoi. Et c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Et j'apprécie positivement l'acte qu'ils sont en train de poser. Et il faut continuer. Et ce n'est même pas au niveau des motos. Il y a plusieurs domaines où vous sentez vraiment que c'est exagéré. Alors, et je pense que dans le contexte actuel où bon, les gens, on se cherche en griffe là, il ne faudrait pas trop exagérer. Parce que certains sont tellement véreux que, ben, même si le voisin est en train de trimer quelque part, pour lui, ce n'est pas son problème, c'est son argent qui compte. Et je pense que il faut profiter de la révolution pour mettre de l'ordre. Sinon, c'était un peu exagéré dans le milieu des motos. Et finalement, le ministère du Commerce a donné un mois aux commerçants pour se conformer à la réglementation. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, le fait de donner un mois, je crois que c'est une très bonne chose parce qu'on pouvait aussi agir autrement. Dès qu'on saisit, on revend et puis on met ça dans les caisses. Mais par souci quand même de permettre aux commerçants de se mettre en règle, on a donné un mois et je pense que les commerçants vont profiter de ce un mois-là pour se mettre en règle. Et ce n'est que justice, quoi. Voilà. Alors, au niveau de l'UEMOA, il y a une crise ouverte au sein donc de l'institution. Il y a d'un côté la Côte d'Ivoire, le Sénégal soutenu par le Bénin, et de l'autre côté, on va dire l'AES, le Burkina, Mali et le Niger. On dirait que la crise politique au niveau de la CEDEAO a justement aussi touché l'UEMOA. Donc, ce qui notamment se fait ressentir lors de cette rencontre-là des conseils des ministres des pays de l'UEMOA. Quelle est votre opinion à ce sujet? Bon, par rapport à ce sujet, moi je pense que c'est un peu dommage, hein, c'est un peu dommage, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui se chamaille au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'UEMOA aussi. On est passé, en tout cas, franchement, je ne pensais pas qu'au niveau de l'UEMOA, ce problème allait se poser. En fait, il faut respecter les textes. Qu'est-ce que les textes disent? Et visiblement, certains ne veulent pas respecter les textes, la Côte d'Ivoire notamment, le Bénin. Et voilà, bon, on ne sait pas exactement où on va aller. S'il faut, parce que si ça persiste, bon, je crois que c'est l'UEMOA qui risque de souffrir par la faute des politiques. Alors qu'il suffisait simplement de respecter les textes et puis bon, on continue. Malheureusement, pour des raisons inavouées, l'UEMOA est en train de souffrir à cause des hommes politiques, encore eux, hein, à cause des hommes politiques. Et je pense que très rapidement, il faut trouver une solution pour ne pas que l'UEMOA connaisse le même sort que la CEDEAO. Je veux dire que pour ne pas que les trois pays de l'AES aussi campent sur leur position. Et puis bon, ce serait vraiment très dommage parce que je crois que l'UEMOA doit être plus économique que politique. Voilà, donc c'est vraiment dommage, hein, c'est vraiment dommage, mais je ne sais pas, souvent je me pose la question pourquoi certains ne veulent pas accepter la réalité, pourquoi certains ne veulent pas accepter que certains pays adoptent cette position-là. J'ai l'impression que la position de l'AES, la position du Mali, du Burkina Faso, du Niger, et leur option politique, elle ne plaît pas à certains voisins et je crois que ce n'est pas bon. Il faut laisser les pays décider de leur avenir et il ne faudrait pas transmettre ça, transposer ça aussi au niveau des institutions, sinon finalement c'est le peuple qui va souffrir. Et je pense qu'il faut trouver une solution rapide pour ne pas que l'UEMOA aussi sombre comme la CEDEAO. Hein. La CEDEAO, jusqu'à aujourd'hui, vous remarquez que les critiques envers la CEDEAO, ça fuse de partout. Ça fuse de partout, c'est la CEDEAO des chefs d'État, alors que je pense que l'UEMOA est plus économique que politique et je crois que les politiques ne devraient pas interférer dans les activités de l'UEMOA. Il faut laisser les techniciens agir et surtout il faut respecter les textes. Parce que si les textes étaient respectés, je crois que la situation qu'on a vécue récemment n'allait pas se poser. Autre sujet d'actualité, le 9 juillet dernier, le président américain Donald Trump a rencontré des présidents africains, notamment 5, les présidents libériens, bissau-guinéens, mauritaniens, gabonais et sénégalais. Beaucoup ont déjà critiqué la disposition des invités vis-à-vis donc de leur hôte. Et l'invitation tardive également des présidents, ça s'est fait en l'espace d'une semaine. Pour vous, est-ce que ces présidents africains devraient y aller? Bon, je ne sais pas, je me suis posé la question, quels ont été d'abord les critères pour le choix des présidents africains, des 5 présidents. Bon, je ne sais pas pourquoi ce sont ces 5 présidents. Je ne connais pas vraiment les critères, mais bon,
Vous voyez, les États-Unis, quand les États-Unis agissent, c'est toujours par intérêt. Hein. C'est l'Amérique d'abord. Je crois que s'ils ont convoqué ces 5 présidents-là, ce n'est pas pour les beaux yeux de leur président ou les beaux yeux de ou pour leur pays. C'est justement le président américain doit viser quelque chose. J'ai lu par la suite qu'il voulait certains pays pour pouvoir expulser des migrants ou de quelque chose comme ça. Et non seulement ça, les États-Unis, c'est les intérêts d'abord. C'est les intérêts d'abord, c'est l'Amérique d'abord, c'est les intérêts d'abord. Et bon, le fait que, vous voyez, on a toujours ce complexe d'infériorité, surtout quand on parle des États-Unis, quand on dit le président américain a invité tel président africain, bon, c'est comme si c'était le bon Dieu qui avait invité des gens, quoi. Bon, donc, bon, moi je comprends un peu je dirais leur position, mais malheureusement ils se sont pas entendus. Chacun est venu tirer la couverture, chacun est venu parler de son pays. Bon, je pensais qu'il pouvait parler quand même d'une seule voix pour que ça puisse s'entendre, mais chacun est venu parler de son pays, les richesses, des trucs. Bon. Bref, ben, je crois que pour moi, personnellement, ça a été quand même du cinéma. C'est l'Américain qui a profité se montrer et puis montrer que c'est toujours l'Amérique qui est devant et que bon, les Africains c'est toujours en bas. Voilà, donc moi vraiment j'ai pas trop suivi cette actualité parce que en fait j'étais un peu sidéré par cette rencontre là. Quand vous voulez rencontrer des gens, il faut quand même mettre je crois que mettre la manière. C'est ça, parce que ce sont des chefs d'État. Voilà, parce que ce sont des chefs d'État. Mais bon, l'Africain, il y a toujours ce complexe-là. Et vous l'avez dit tantôt, M. Birba, dans les échanges, justement, chaque président présentait les ressources naturelles de son pays. On peut demander au président américain, allez, venez. Voilà, l'espoir d'investissement. Venez chez nous, choisissez mon pays pour investir et tout. Est-ce que ça, déjà, ça augure d'un partenariat gagnant-gagnant? Non, je crois que ces pays-là, les États-Unis avaient déjà des rapports avec ces pays-là. Mais maintenant, l'objectif réel de cette rencontre, ça je ne sais pas, sinon je sais qu'individuellement pris, chaque pays a des rapports avec les États-Unis, que ce soit le Libéria, que ce soit la Mauritanie, que ce soit le Sénégal, mais ils ont des rapports avec les États-Unis. Mais bon, je crois que Trump a une idée dans la tête, et puis bon, dans les jours à venir, on pourra voir. Et l'Américain, comme je l'ai dit là, ce sont ses intérêts et puis c'est l'Amérique d'abord. Alors, l'actualité aussi, c'est que le monde est ébranlé aujourd'hui par des guerres. Ukraine, Gaza, Syrie, Soudan, après RDC, Israël, Iran. Il faut dire qu'il y a un vent de repositionnement géopolitique donc obligatoire pour les États africains. Comment traiter cette équation? En fait, moi, en tant que journaliste et puis en tant que défenseur des droits humains, ce qui me touche et ce qui me peine, c'est ce qui se passe à Gaza. Ce qui se passe à Gaza, certains ne veulent pas employer le terme, mais pour moi c'est du génocide. Regardez, depuis presque, je dirais, 2 ans, un pays se donne le droit de bombarder, de tuer, dans l'impunité totale. Personne ne réagit parce que c'est Israël. Aujourd'hui, je crois que le décompte macabre fait à peu près de 68 000 morts palestiniens bombardés par Israël. Mais ça ne met personne parce que c'est Israël, parce que c'est la Ligue des États-Unis. Même les défenseurs des droits humains, vous les entendez très rarement. Et c'est ça qui me chagrine et qui me peine. Et quand je regarde ça, et puis bon, souvent les défenseurs des droits humains s'assènent sur les petits pays comme le Burkina, on ne respecte pas les droits humains, on fait ceci, le contexte actuel, on massacre les civils. Mais regardez ce qui se passe à Gaza. Plus de 60 000 morts bombardés par Israël, qui continue de bombarder. Tous les jours, Israël bombarde Gaza. Tous les jours, des Palestiniens meurent. Mais ça n'émeut personne. Donc quand je regarde un peu la scène internationale, pour moi c'est du théâtre, quoi. C'est du théâtre. C'est les plus forts qui dominent toujours. Et puis bon, les plus faibles vont toujours payer le prix le plus fort.
Sinon, ce que je regarde, ce que je vois, c'est... Israël se permet de tout. De tout. Que ce soit en Syrie, c'est Israël qui bombarde. Que ce soit en Iran, c'est Israël qui bombarde. Palestine, n'en parlons pas. Et puis bon, personne ne réagit. L'ONU, c'est toujours la même chose. L'ONU ne réagit pas. Bon, comment vous pouvez comprendre un monde comme ça? Moi, je ne comprends pas ce monde-là. Et moi, j'en veux, en tout cas, à ceux qui, matin, midi, soir, nous parlent des droits humains. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut me parler des droits humains? Tu ne peux pas me parler des droits humains aujourd'hui. Quand je regarde ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe à Gaza, c'est vraiment dommage. Et je pense que le monde est emballé, comme dirait l'autre. Et comment ces pays africains aussi peuvent se repositionner au vu de tout ça? Les pays africains sont très faibles. Donc leur voix ne compte même pas. Israël, par exemple, tu prends Gaza, mais qu'est-ce que... Si ce n'est pas peut-être actuellement l'Égypte qui se bat comme un beau diable par rapport à la situation à Gaza, bon, je ne vois pas un pays africain qui peut dire, mais puis ça va compter. En dehors peut-être de l'Afrique du Sud, en tout cas, elle a pris position. Elle a même, je crois qu'elle a même entrepris des démarches auprès de la CPI, des trucs comme ça, parce que pour elle, ce que Israël est en train de faire est inadmissible. En dehors de l'Afrique du Sud, moi je ne vois pas. C'est quel pays africain qui va parler, puis ça va compter? C'est quel pays africain qui va parler, puis Israël va entendre, ou les États-Unis vont entendre? Il n'y en a pas. Donc chacun est terré dans son coin et puis il regarde. Si la France, si même la grande France ne peut rien faire, l'Angleterre ne peut rien faire, bon, ce n'est pas nos petits pays africains ici qui peuvent faire quelque chose. Et parler, puis ça va compter. Donc c'est ça que j'ai dit, le monde est devenu emballé. Il faut être fort. Quand vous êtes fort, vous êtes respecté. Quand vous êtes faible, vous êtes toujours mis de côté et puis piétiné. Donc il faut être fort. Et je comprends la dynamique actuelle du capitaine Ibrahim Traoré, où il faut s'armer. Il faut être fort, il faut dénoncer. Parce que sans ça, ils vont toujours vous prendre pour des moins que rien. Regardez le jeune nord-coréen. Pourquoi le jeune nord-coréen est respecté aujourd'hui? C'est l'armement. Sinon, on aurait pu l'enlever depuis longtemps. Mais aujourd'hui, la Corée du Nord est très respectée. Et craint même pas les États-Unis. Parce que c'est un garçon qui est assis. Vous ne pouvez pas l'attaquer. Si vous l'attaquez, vous allez subir les conséquences. Donc chacun le regarde comme un fou, comme un petit écervelé. Et pourtant, ce n'est pas ça. C'est un petit qui est très intelligent et qui travaille. Et sa couverture, c'est quoi? C'est les armements. C'est l'armement de son pays. Actuellement, si tu n'es pas fort, si tu n'es pas militairement fort, si tu n'es pas bien armé, on te piétine et puis on circuite. C'est le monde qui est devenu comme ça. Et c'est dommage. Parce que les humains ne doivent pas se comporter de la sorte. Où la raison du plus fort est toujours la meilleure. Où le pays le plus puissant militairement peut dicter sa loi, dominer, se lever, bombarder un autre pays et puis à rien. Bon, je crois que le monde est en train d'aller vers... je sais pas. C'est vraiment dommage quand je regarde l'actualité internationale. Je crois que c'est vraiment dommage. C'est dommage. Merci bien, M. Birba. Et peut-être pour finir, un mot sur l'actualité au Burkina Faso, c'est en ce qui concerne l'initiative Faso Mebo, qui connaît de l'engouement, quoi qu'on dise, qui part des dons, donc d'autre part... même l'accompagnement par la main d'œuvre. On a vu des étudiants souvent faire des immersions toute une journée ou des jours. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? D'abord, moi, en fait, je voudrais d'abord saluer l'initiative. Vous voyez, de par le passé, ce ne sont pas les idées qui ont manqué, ce ne sont pas les initiatives qui ont manqué. Mais dans le passé, il y avait un problème. Il y avait un problème de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Sinon, je sais qu'il y a eu pas mal d'initiatives qui ont été créées, mais bon, ça n'a pas eu du succès. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a une sorte de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Et quand il y a une décision qui est prise, les gens, celui qui va débourser quelque chose, c'est que c'est pour telle chose, puisqu'il y a la confiance. Voilà ce qui explique un peu l'engouement qui entoure en tout cas Faso Mebo. Vous voyez que ce n'est pas seulement le Burkinabé. Les dons viennent de partout, des Ivoiriens, des Ghanéens, des Togolais. Ça veut dire que quand même, il y a une certaine confiance que les gens ont avec les autorités. Et moi ça ne m'étonne pas. Quand vous voyez un peu, quand vous prenez le fonds de soutien patriotique, vous comprenez aisément que ça y va de soi. Comment les Burkinabés de l'intérieur, de l'extérieur se mobilisent pour le fonds de soutien patriotique. Donc il va de soi que Faso Mebo aussi connaissent
le même engouement. Et c'est à saluer, c'est à saluer. Et je pense que, et comme je l'ai dit, je l'insiste, c'est toujours le problème de confiance. S'il y a la confiance entre les gouvernants et les gouvernés, tout acte qui sera posé sera soutenu. Et, conséquence, Faso Maïga est en train de prouver, en tout cas, que le Burkinabé est mobilisé pour la bonne cause quand il le faut, que le Burkinabé reste mobilisé et prêt à se sacrifier lorsque il y a la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Sinon, il y a eu plein de projets comme ça qui n'ont pas réussi parce que les gens ne faisaient pas confiance à ceux qui sont devant pour parler comme l'autre. Mais aujourd'hui, je me dis que s'il y a un tel engouement, c'est qu'il y a une certaine confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Merci beaucoup, voilà. M. Birba. Merci, madame. Notre temps d'entretien est terminé. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de venir à Savane Média. Comme je l'ai dit, Savane, c'est chez moi. J'ai des bons rapports. Je voudrais toujours, en tout cas, vous remercier pour votre soutien à Réveil Info. Petit à petit, je crois que c'est la mayonnaise en train de prendre. Comme je l'ai dit, moralement, vraiment, je suis très content. Je voulais remercier en tout cas les partenaires. Et moralement, je suis très satisfait, même si c'est l'argent qui ne rentre pas d'abord. Mais je pense que, bon, comme c'est la résilience, on va se battre dans l'espoir que, vu l'évolution, on puisse quand même permettre à la presse de bien travailler, parce qu'il faut reconnaître que actuellement c'est très dur pour la presse privée. Et je pense que peut-être dans les jours, dans les mois à venir, les autorités essayeront de faire quelque chose. Il faut faire quelque chose parce que sinon certains risquent de mettre la clé sous les paillassos parce que les temps sont très durs. Et je crois que bon, on a la chance d'avoir un premier ministre qui est journaliste et je crois qu'il comprend la situation et que peut-être que dans les prochains jours, les prochains mois, des décisions seront prises en faveur de la presse privée parce que c'est vrai qu'il y a la subvention qu'il faut saluer. Mais c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. On a toujours vraiment des problèmes. Les problèmes de factures, les problèmes de contrat, il y en a. Bon, on comprend que c'est le contexte, mais il faut que le gouvernement continue d'aider la presse privée, sinon on risque de mourir. Alors qu'on ne veut pas mourir. Bien sûr. Surtout qu'on sert le public. Bien sûr. On sert le public. Merci bien, madame. Merci à vous. Au plaisir. Au plaisir, M. Birba. Je rappelle que M. Idrissa Birba est justement journaliste de profession, directeur de publication du journal Ali, Le Réveil Info, que vous retrouverez justement également sur Internet. Alors, on va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et on revient pour le projet 1000 nouveaux bacheliers qui vise à informer ces nouveaux bacheliers-là sur leur filière de choix, l'entrepreneuriat et puis bien d'autres choses. Alors, c'est un projet qui existe depuis des années et puis nous en parlons également sur ce plateau. C'est la 5e édition cette année et nous sommes avec M. Charles Bilgo qui est donc entrepreneur et président de l'association Les Merveilles du Faso qui organise cette activité. Bonjour M. Bilgo. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Toujours accompagné de votre mentor, Dr Dieudonné Tiberi, qui veut bien accompagner cette jeunesse-là et surtout à mieux s'orienter. Il est ancien chercheur à l'université Joseph Kizerbo. Bonjour docteur. Bonjour madame. Bienvenue. Merci madame. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau pour nous parler notamment de ce projet. Depuis quelques semaines, Bilgo, on en parle. Est-ce que à jour J-1, puisque c'est déjà demain l'activité, les choses s'annoncent bien, les préparatifs avancent? Oui, je crois que ce qui reste, c'est la consécration, c'est la confirmation. Parce que là, on est déjà dans l'élément. On s'imagine demain à pareille heure, en train d'aller à gauche, à droite. Sur la scène du Sénasa. Exactement, sur la scène du Sénasa pour recevoir peut-être certains bacheliers ou encore certains invités. Peut-être en ce moment, docteur sera en plein panel même demain. Voilà, à pareil moment. Donc, pour dire quoi, tout est déjà OK du point de vue du contenu. Ce qui reste, bien sûr, c'est que les bacheliers viennent juste profiter de tout ce qui a été préparé pour pouvoir mieux se projeter pour leur avenir académique. Bien sûr. Alors, docteur, l'activité, comment déjà vous préparez ce panel-là, cette rencontre avec les bacheliers? Oui, il faut dire que tout est prêt, tout est OK. On a déjà monté le PowerPoint, enfin projeté les éléments pour qu'ils puissent suivre.
Et comme on va distribuer aussi le guide du nouveau bachelier, ils pourront également suivre et puis encore se ressourcer. Donc, on interviendra, ou moi, mon intervention va porter notamment sur le choix de filière en fonction de sa typologie, de sa personnalité, pour ne pas qu'il y ait trop de problèmes de désorientation et d'échecs, mais aussi les différentes universités du Burkina, les différentes bourses et tous ces éléments qu'il faut pour pouvoir les aider à faire un choix conscient et conséquent. Est-ce que demain vous allez dire aux étudiants, voici les universités qui sont reconnues? Oui. Et voilà. Oui, nous allons les citer. Nous avons même cette liste et elle est également dans le guide. Celles reconnues, les universités même nationales. Parce qu'il faut dire, nous sommes autour de 8 à 9 universités. Et ces universités ont des démembrements que nous appelons centres universitaires. Donc, il faut qu'ils puissent savoir. Là, ça permet à ceux qui, par exemple, veulent une filière et qui se disent que c'est un peu compliqué d'avoir la filière à Ouaga ou à Bobo, peut-être de savoir que la même filière peut-être se trouve à Fada ou encore à Dédougou. Donc ça leur donne plus de possibilités. Au regard de certains qui veulent certaines filières qui n'existent pas dans le public, il faut qu'ils soient prêts déjà pour savoir que ça au privé. Et qui cherchent à savoir quel est le privé qui accorde des bourses, parce qu'il y a des privés qui font des facilités de paiement, et puis il y a d'autres qui ne sont pas dans cette tendance. Donc ceux qui savent que déjà c'est un peu compliqué pour papa, maman, mais la filière que je veux faire se trouve au privé, ils peuvent savoir si ce privé est sur la liste de ces structures qui aident les parents à alléger la scolarité. Donc voici un peu tous ces éléments qu'on va les donner pour pouvoir les aider. D'accord. Et maintenant, M. Bilgo interviendra aussi sur des sujets. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, le contenu de mon propos va concerner les études et le business. Comme je le dis, quand on arrive à l'université, on a aussi besoin à un certain âge de commencer à se responsabiliser. Donc on va parler de l'entrepreneuriat. Pourquoi entreprendre en étant étudiant? Comment entreprendre, les risques liés à l'entrepreneuriat, mais aussi les sources de financement. On va parler un peu de la recherche de financement. Parce qu'un des problèmes majeurs pour ceux souvent qui veulent se lancer à l'université, c'est le financement. Maintenant, quand on parle de financement, il y en a qui attendent de très gros montants. On va essayer de désacraliser ça aussi, montrer des sources où ils peuvent effectivement arriver à avoir le premier financement qui leur permettra de lancer leur entreprise et au fur et à mesure grandir. Donc on va parler de ces éléments. On va également parler des formations importantes pour un étudiant businessman, parce qu'il ne suffit pas de se lancer en conciliant études et entrepreneuriat, mais aussi arriver à avoir la formation qui accompagne. Une des erreurs, c'est qu'il y a plusieurs entrepreneurs aussi qui se lancent sans formation. Donc, il y a les formations importantes au niveau des soft skills, il y a aussi les hard skills qu'il est important effectivement pour chaque étudiant businessman d'arriver à avoir. Donc, on va aborder tous ces éléments et donner quelques conseils. Il y aura des jeunes aussi, étudiants businessmen qui seront présents, qui seront comme des témoignages, des exemples de réussite entre études et entrepreneuriat, pour que ces jeunes bacheliers-là puissent aussi s'en inspirer, à qui ils pourront aussi poser des questions sans aucun souci. Donc demain, on va donner le maximum. Et demain, vous allez donner des bourses aussi, partager des cadeaux, n'est-ce pas? Effectivement. Voilà, donc le docteur avait parlé effectivement de ça. Il y a les bourses que des structures donnent pour réduire, mais il y a aussi la bourse des IPS conventionnés, Institut privé d'enseignement supérieur. Voilà. En fait, à ce niveau, il s'agit, moi j'ai bénéficié de ça en son temps quand j'ai eu le bac, donc il s'agit pour celui qui veut aller étudier au privé de renoncer à l'aide fournaire. Et en ce moment, l'État, le gouvernement paye sa scolarité pour un privé. Il y a des établissements privés d'enseignement supérieur, voilà, conventionnés comme on les appelle, en partenariat. Donc ils vont étudier là-bas, mais jusqu'il ne mourra plus le fournaire. Mais il y a des avantages. Il y a énormément d'avantages. C'est ça, mais déjà même il peut l'avoir, il aura le fournaire, mais seulement il n'aura pas l'aide. Il aura plutôt le prêt. Ça veut dire qu'il doit rembourser. Par contre, l'aide, on ne rembourse pas. Parce que comme déjà l'État paye pour sa scolarité, bénéficier encore de l'aide, c'est un peu trop par rapport aux autres étudiants. Donc c'est pour les mettre juste sur le même pied d'égalité. Donc il faut avoir cette information-là. Voilà, donc c'est toutes ces informations qu'on donne. Et puis aussi l'autre élément important, c'est une complémentarité avec ce que le ministère et d'autres structures font. Nous ne faisons pas la promotion essentiellement des universités, mais d'un contenu pour aider un individu à pouvoir choisir une filière afin de ne pas échouer.
C'est surtout ça la voilà. Et maintenant, lui proposer d'autres formes d'accompagnement sur comment réussir son année universitaire afin qu'il puisse triompher. Parce qu'on dit les parents dépensent, souvent même d'autres même sont déjà propres parents, c'est eux-mêmes qui financent leurs études de haut. Depuis un bon moment, il y a ce type d'étudiants. Donc, il est important qu'ils aient ces informations afin de réussir. C'est le dernier pas, c'est 2-3 ans et voici l'emploi. Donc, autant se mettre au sérieux pour avoir. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, à ce niveau, quelque chose aussi à prendre en compte, c'est de venir avec un bloc-notes. C'est vrai, il y aura le guide qui va accompagner, qui va appuyer aussi. Mais ce qui est dit sur place est très très important. Surtout avec l'énergie qui est partagée. Donc ça leur permettra d'avoir, c'est un peu comme un canevas. Au fur et à mesure, quand on arrive par exemple à la découverte de soi, quand on parle des personnalités, qu'ils puissent noter, qu'ils sachent ce qui correspond à lui, ses opportunités, ses faiblesses, ainsi de suite. La filière qui correspond au fur et à mesure. Et d'ici la fin du panel, il peut déjà avoir une idée de la filière qui lui correspond. Pour revenir au niveau des bourses, nous, à travers un partenaire, c'est 15 bourses qu'on va offrir à 15 nouveaux bacheliers pendant la période des Jeux. Ça, c'est bien. Ah, oui. Et ce qui sera aussi gratuit à la limite du stock disponible, c'est le guide. Oui, le guide du nouveau bachelier. C'est 300 que vous avez disponible. Ah, c'est 300. Ok, donc 300 seront disponibles. Ça, c'est avec l'accompagnement du parrain et puis de pas mal d'autres éléments. D'accord. Personne, pardon. Merci beaucoup pour vous. Vous savez tellement communiquer. Nous, on aime ça. Quand vous communiquez sans citer, forcément. Alors, Bilgo, est-ce qu'à ce jour, on peut toujours avoir des cartes d'invitation personnalisées? Oui, mais jusqu'à 15h. D'accord, jusqu'à 15h de ce soir, on peut en avoir. Parce que la salle du CNASA est limitée. Voilà, donc on va limiter, on va arrêter les inscriptions à 15h. Donc pour ceux qui veulent envoyer toujours les cartes d'invitation, c'est possible. Jusqu'à 15h, on va envoyer, on va stopper pour pouvoir envoyer à ceux qui ont déjà demandé. L'équipe même sera au pied du CNASA. Maintenant, pour les autres, il faut juste tout simplement arriver très tôt. Ceux qui ont déjà reçu, je veux dire, arriver très tôt pour pouvoir avoir accès à la salle, présenter la carte d'invitation et sans aucun souci, il n'y aura pas grand protocole. Donc, pour ceux qui nous suivraient pour la première fois, comment on peut avoir la carte d'invitation? Pour avoir la carte d'invitation, il faut tout simplement envoyer son nom et son prénom par WhatsApp au 07 47 47 36, accompagné juste d'un message de courtoisie. Voilà, bonjour, j'ai besoin d'une carte d'invitation et je suis telle personne. C'est tout simple. Voilà. Donc, je précise ça parce qu'il y en a qui ont juste envoyé le nom et le prénom. Bon, c'est vrai, on envoie, mais pour eux-mêmes, la courtoisie, c'est important. Oh, c'est une valeur qu'il est en train d'enseigner en même temps. C'est vrai que c'est important, bien sûr. Je comprends. Merci bien. On va rappeler, l'activité aura lieu à quelle heure demain, puisque c'est demain mardi? Demain à 7h00, CNASA, nous serons là, même s'il pleut. Même s'il pleut. Ah oui. Et tu as rajouté toujours ça, même s'il pleut, ils seront là. Alors, docteur, on va vous laisser parler aux étudiants qui ont déjà, les bacheliers, mais c'est des étudiants maintenant qui ont déjà leur invitation. Quel est votre message à leur endroit par rapport à ce panel que vous organisez? Le message essentiel, c'est à eux, aux parents, c'est de dire venez écouter, comme le disent les anciens, beaucoup de viande n'a jamais gâté la sauce. Vous avez déjà eu d'autres informations, venez encore pour avoir un autre type d'informations pour pouvoir faire le bon choix. Surtout que cette année, il y a une nouveauté pour les bacheliers, ils doivent partir à immersion patriotique. Voilà. Donc venez vite prendre les informations et pendant l'immersion, vous aurez le temps de continuer peut-être la réflexion et tout le reste. Donc une manière de dire aux parents, c'est un événement important, le choix de vie est là. Il faut faire le bon choix pour pouvoir avancer. Donc, venez pour quand vous êtes dans ce sens. D'accord. Merci Bilgo pour finir. Le choix de vie, il est important pour éviter d'avoir à commencer une filière et quelques mois après vouloir changer. Pour éviter de prendre une filière et après accuser l'école à tort, il faut faire les bons choix dès maintenant. Et c'est à travers le panel d'orientation 1000 nouveaux bacheliers. La 5e édition, demain, CNASA, 7h00. Et même s'il pleut, vous êtes là et respectez l'heure. Oui, soyez très ponctuels, 7h00. D'accord. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés et puis on vous souhaite une excellente activité. Maintenant, on va dire que la prochaine fois qu'on se retrouvera, c'est pour faire le bilan. Voilà, merci. C'est pour faire le point, c'est pour faire le bilan donc de cette activité. Et puis on vous invite au CNASA. Allez-y voir, allez-y écouter, surtout, bien sûr.
prenez-en de la graine et puis invitez les parents aussi. Ah oui, c'est important parce qu'à travers ça, on peut convaincre. Oui, parfaitement. On peut mieux échanger et puis c'est gratuit. C'est gratuit, c'est bien de rappeler. C'est gratuit. C'est vrai qu'on a parlé de cas d'invitation, mais l'activité est gratuite. Donc, il faut juste avoir la carte d'invitation personnalisée. Merci à tous les deux d'être passés. On va s'arrêter ici pour nos échanges. On marque une petite pause et on se retrouve juste après. De retour sur ce plateau pour la rubrique à la découverte. Je rappelle que cette semaine, nous sommes installés au mausolée Thomas Sankara pour notamment vous faire découvrir le mausolée, les autres infrastructures et tout le mémorial Thomas Sankara. Rappelons que le mémorial est situé à l'intérieur du Conseil de l'Entente, lieu historique où Thomas Sankara et ses 12 camarades ont été assassinés. Alors, cette semaine, nous décidons de vous faire découvrir le mémorial, le mausolée et les autres infrastructures du site qui rend hommage aux pères de la Révolution. Le site du mémorial fait 14 hectares et il est prévu la construction de plusieurs infrastructures. À la porte du mémorial, les couleurs nationales, le rouge, jaune, vert, sont bien visibles à travers donc la décoration des barres de fer. D'ailleurs, à l'entrée, vous avez le drapeau du Burkina qui est bien dessiné sur le mur. À l'intérieur, donc on peut à l'intérieur, à la devanture du moins du mémorial, des boutiques sont en construction, des boutiques qui exposeront d'ailleurs des produits artisanaux, des produits locaux made in Burkina. Juste à l'entrée, vous avez la statue de Thomas Sankara d'une hauteur finale de 8 mètres pour un poids total estimé à 13 tonnes. Cette statue a été réalisée par l'artiste sculpteur burkinabé Jean-Luc Bambara. La statue a 4 faces comportant chacune 3 des 12 bustes des 12 camarades tués le 15 octobre 1987. Un peu plus devant, vous avez le mausolée Thomas Sankara avec une architecture atypique. C'est une construction faite en bloc de latérite taillée et qui allie modernité et tradition. Le mausolée est une représentation du chapeau du chef renversé avec des vides qui créent de l'espace. Selon l'architecte du mausolée, M. Francis Kéré, le mausolée est à l'image de feu Thomas Sankara qui aimait la simplicité et la tradition. Ces vides matérialisent le vide laissé par Thomas Sankara et ses 12 camarades dans les cœurs des familles et des Burkinabés. À l'intérieur du mausolée, on retrouve les tombes de Thomas Sankara et de ses 12 camarades. C'est bien de rappeler quelques interdits à l'intérieur du mausolée. On ne doit pas faire des images, donc prendre des photos. On ne doit pas également communiquer pour respecter le repos donc des âmes des disparus. Au niveau du mémorial, vous pouvez visiter également le bâtiment Burkina. À l'intérieur de ce bâtiment, vous avez les journaux personnels de l'homme, de Thomas Sankara, et une reconstitution de son bureau et des tableaux présents. Le bâtiment Burkina, c'est le bâtiment où Thomas Sankara et son équipe tenaient la réunion le 15 octobre 1987. La nouvelle infrastructure aussi à visiter impérativement au mémorial, c'est notamment le mur thématique. C'est le mur que vous voyez à l'image. Sur ce mur, on a plusieurs représentations graphiques d'artistes burkinabés juxtaposées avec les citations de Thomas Sankara. Sur le mur thématique, on peut avoir des images de Thomas Sankara tenant une guitare ou encore des images de lui jouant au football, une représentation de la grande famille et des petits pionniers sous la Révolution et bien d'autres images rappellent le film de la Révolution. Aujourd'hui, le mémorial est géré par le PSIM INTS, donc le projet de construction des infrastructures du mémorial Thomas Sankara, dirigé par M. Etienne Lompo en collaboration avec le CIMTS. Retenez qu'il est interdit de filmer ou de photographier l'intérieur du mausolée où se trouvent les tombes. Il est interdit également de communiquer ou de parler à l'intérieur du mausolée pour le respect des âmes des disparus. Dans le bâtiment Burkina où se trouve le bureau de l'ancien président Thomas Sankara, il est interdit de filmer et de faire des photos aussi. Le mémorial est ouvert au public du lundi au dimanche de 8h à 18h à des prix forfaitaires. Donc 1000 francs pour les adultes nationaux et 500 francs pour les enfants, élèves et étudiants pour les nationaux. Et pour les internationaux, c'est 3000 francs pour les adultes et 1000 francs pour les enfants.
Alors, et vous voyez donc le mémorial qui a fait peau neuve et vous avez la possibilité d'aller visiter puisque ce sont les vacances et je rappelle c'est le site le plus visité donc du Burkina Faso actuellement. Donc on vous invite à amener vos enfants à la découverte de l'histoire de la révolution du Burkina Faso en partant à la découverte donc du mémorial Thomas Sankara. On dit merci à Issa Oumar Atié, c'est lui qui nous a ramené ces images. On dit merci aussi au comité donc le projet de construction mémorial Thomas Sankara qui nous a bien accueillis pour notamment filmer ces images également. Merci à tous de nous avoir suivis. Fidèles téléspectateurs, point final pour l'aventure de ce matin. Merci de votre fidélité à Bonjour le Faso. On se retrouvera, Inch'Allah, demain pour d'autres aventures de cette émission. En attendant, portez-vous bien et restez fidèles au programme de Savane TV. Allez, cuss.